Alors, vous avez à voir la présentation? C'est bon? كلشي مزيان؟ نعطيك كلشي بوين. Oui, oui, c'est bon. Alors, très bien. Alors, en fait, il reste une dernière partie sur laquelle on devrait travailler. C'est la partie concernant les systèmes distribués asynchrones, ou ce qu'on appelle les systèmes distribués pilotés par les événements, Event Driven Architecture. Alors, particulièrement, donc je vais faire un petit passage sur l'API GMS, qui est un standard qui fait partie de l'architecture J2E. Et après, on va plutôt consacrer plus de temps au broker Kafka, qui est l'un des brokers les plus utilisés par les entreprises dans les architectures. Et nous allons voir avec Spring Cloud Stream Functions, donc comment on va essayer donc d'intégrer, comment travailler avec Kafka, comment utiliser donc comment faire comment développer des architectures pilotées par les événements basées sur le broker Kafka. Donc je rappelle que nous sommes en train d'étudier donc les lignes des architectures les plus courtisées par les entreprises, à savoir les architectures microservices. Donc la dernière fois donc je vous ai présenté l'architecture, vous avez une activité pratique dans laquelle vous avez globalement nous avons vu comment faire communiquer les microservices avec REST. Donc la communication REST, donc c'est une communication synchrone. Donc bien sûr il a des avantages parce que c'est très pratique quand on veut faire parler les microservices ou bien les applications distribuées d'une manière générale. Mais par contre, c'est une communication qui est bloquante. Donc, c'est une communication bloquante, ça veut dire que quand un microservice fait appel à un autre microservice, eh ben, tout simplement, il est bloqué. C'est-à-dire, j'attends le retour. Donc, et c'est tant que le microservice ne répond pas, si le microservice prend beaucoup de temps, il va bloquer l'autre microservice. Donc, ce qui permet de créer donc des dépendances fortes entre les microservices. Alors, je rappelle qu'en fait, il existe deux façons de faire communiquer les microservices. Donc, on peut, en fait, les applications distribuées d'une manière générale, on peut les faire communiquer de manière synchrone et asynchrone. Alors, synchrone, donc, c'est le cas que nous avons vu avec REST, avec SOAP, avec GraphQL, avec aussi gRPC. Alors, pour faire une communication asynchrone, donc on peut plutôt opter pour une architecture basée sur ce qu'on appelle un middleware, donc c'est-à-dire ce qu'on appelle les middleware orientés message. Dans l'architecture, nous allons utiliser ce qu'on appelle un broker, un provider. Et après, par la suite, vous avez les applications distribuées qui vont communiquer à travers ce broker. Bon, chaque application qu'on appelle un producer pour qu'il puisse envoyer un message vers d'autres applications, ben, il va envoyer le message vers le broker. Alors généralement le message reçu par le broker, il va être stocké. Généralement tous les messages sont destinés vers ce qu'on appelle des destinations. Et les destinations, c'est des files d'attente qui sont gérées par le broker. C'est ce qu'on appelle également des topics. Alors on va voir dans quelques modèles de brokers comme GMS. Il y a deux types de files d'attente. Il y a ce qu'on appelle les topics EQ. Donc j'aurai l'occasion de vous expliquer ça. Donc quand j'envoie un message, donc il va tomber dans le topic, c'est-à-dire dans une boîte à lettres si vous voulez. Et après vous avez des consumers. Bon, le consumer, il peut choisir le moment qu'il veut pour aller se connecter pour récupérer le message. Et il dit que donc on va se retrouver dans la situation où vous avez des producers qui vont produire des messages et qui vont être stockés dans des topics. Et vous avez des consumers qui vont faire un subscribe vers ces topics et qui vont consommer ces messages. Alors, ce qui fait que l'envoi et la consommation se fait de manière asynchrone, de manière non bloquante. C'est exactement ce modèle que vous utilisez, par exemple, quand vous travaillez avec WhatsApp. Quand vous utilisez WhatsApp, vous envoyez un message à quelqu'un. Alors, votre message, il va vers un broker. Ben, le broker, il va le stocker dans un topic, dans une boîte à lettres qui est réservée pour le destinataire. Et après, si le destinataire n'est pas connecté, c'est pas grave, donc le message il va rester ici. Et dès que le destinataire va se connecter, et il va consommer, il va recevoir le message. Et donc ce qui fait, il y a des modèles, une fois que le message est consommé, le broker va le supprimer de la file d'attente.
Il y a des modèles qui parfois qui le conservent. C'est-à-dire il y a des brokers, même si le message est consommé, il va rester sur ce topic. C'est-à-dire que l'utilisateur, il peut encore reconsommer lire ces messages plusieurs fois. Donc ça dépend des modèles des brokers qui sont utilisés. Alors dans la pratique, il existe plusieurs modèles de brokers donc qui sont assez connus. On va dire les plus connus au niveau professionnel, il y a RabbitMQ, ActiveMQ, Kafka. Alors Kafka, quasiment c'est le dernier modèle qui on va dire qui plus on va dire qui va être utilisé quand la quantité de messages échangés entre les applications est très importante. Et donc nous allons voir que Kafka va bénéficier en quelque sorte de tout l'écosystème des outils du big data, donc notamment pour pouvoir c'est-à-dire mettre en place un modèle qui est beaucoup plus intéressant. Donc voilà l'idée principale. Alors maintenant on va essayer donc de voir ce modèle. Donc on va essayer de voir ce modèle à travers deux cas. Donc d'abord l'API GMS. Alors GMS c'est Java Message Service. Donc c'est une spécification, c'est une API qui fait partie de l'architecture J2E depuis très longtemps. Donc c'est-à-dire que depuis très longtemps, l'architecture J2E dispose d'une API qui permet de faire communiquer les systèmes distribués asynchrones à travers des brokers GMS. Alors l'API GMS, donc juste pour rappel comment elle est construite, donc vous avez, pour utiliser l'API GMS, on commence à créer ce qu'on appelle un objet Connection Factory. À partir de l'objet Connection Factory, on va créer une connexion. Et à partir de la connexion, en fait la connexion, elle permet d'établir un lien vers le broker. Et après, à partir de l'objet Connection, on va créer une session. Et à partir de l'objet Session, on va créer soit un message producer ou bien un message consumer. Donc avec le message producer, on va produire des messages. On va envoyer des messages vers une destination. Alors c'est quoi une destination? C'est tout simplement une file d'attente qui va être gérée par le broker. Et avec message consumer, je peux consommer des messages à partir d'une destination. Et après, donc avec la session, avec session, on peut créer également les messages. Donc les messages qui sont manipulés, en fait, qui peuvent être envoyés et reçus, donc ils sont gérés par l'objet session. Alors ça, c'est l'API GMS telle qu'elle a été faite de base dans sa première version. Et après, il a suivi quelques modifications dans la version 2. Mais ce qui nous intéresse ici, tout simplement, c'est le modèle. Parce qu'on va voir que dans la pratique, en fait, les choses se sont après développées. Donc, pour vous expliquer comment ça marche, donc, vous avez un broker, comme par exemple ActiveMQ, qu'il faut démarrer quelque part dans une machine. Vous avez d'un autre côté ce qu'on appelle un GMS Producer. C'est une application qui permet de produire des messages et qui va les envoyer vers le broker. Et vous avez des consumers. GMS Consumer, c'est les applications qui vont consommer le message. Et du coup, donc, vous avez des applications distribuées qui vont communiquer comment? En échangeant des messages à travers un intermédiaire. Et cet intermédiaire, c'est ce qu'on appelle le broker. Alors, le principe, si on travaille avec GMS, pour qu'une application puisse utiliser GMS, il va créer ce qu'on appelle d'abord un objet Connection Factory. Et à partir de l'objet Connection Factory, on va créer une connexion, notamment avec la méthode de Create Connection. La connexion, il permet d'établir un lien, une connexion TCP avec le broker. Et à partir de l'objet Connection, on va créer une session, notamment avec la méthode de Create Session. Et à partir de l'objet Session, on va créer une destination. Alors, pour créer une destination, donc on va utiliser donc soit Create Queue ou bien Create Topic. Alors, par exemple, ici, si j'appelle la méthode Create Queue, MyQueue, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va demander au broker, je veux une file d'attente qui s'appelle MyQueue. Alors, si cette file d'attente n'existe pas, il va la créer. C'est-à-dire, il va créer en quelque sorte une boîte à lettres pour lui qu'il va gérer. C'est le broker qui va gérer ça, qui s'appelle MyQueue. Après, par la suite, pour envoyer un message, donc normalement, quand on fait appel à la méthode de CreateQueue, ça permet de créer ce qu'on appelle une destination. En fait, l'objet destination, c'est un objet qui représente le queue qui est créé au niveau du broker. Et à partir maintenant de l'objet session, on va créer un producer.
En fait, le producer, c'est l'objet qui va permettre de produire le message, l'envoyer. Et donc, à partir de l'objet session, on va créer un message. Par exemple, ici, on va utiliser create text message. Session.create text message, ça permet de créer un message. Et après, qu'est-ce qui reste? Il reste à envoyer ce message. Donc, pour envoyer ce message, on va utiliser producer.sendMessage. Alors, ce message-là, il va être envoyé vers le broker. Le broker, généralement, à chaque fois qu'il reçoit le message, il va trouver dans le message quel est le nom de la file d'attente dans lequel il va le stocker. Et après, il le place dans un queue. Donc, du coup, donc, à chaque fois que dans une application, quand je fais send, send, ça veut dire que j'envoie un message vers le broker. Et ce message, il va tomber quelque part dans un queue ou bien dans un topic. Alors, maintenant, côté consommation, on va faire à peu près la même chose. Une application qui veut consommer ce message, et il va faire la même chose. Il va créer l'objet Connection Factory, créer la connexion, donc établir la connexion vers le broker, créer la session et après également create queue. Comme ça, il crée une destination pour savoir à partir de quelle file d'attente je veux consommer. Et cette fois-ci, on va créer ce qu'on appelle un consumer. Alors avec create consumer destination, donc je vais consommer à partir de cette destination. Et après, le consumer, il va consommer les messages en fait de deux manières. Donc Naël, c'est là où il y aura la différence entre ce qu'on appelle le système de... Il y a deux modèles de consommation. Il y a ce qu'on appelle le modèle de pull et push. Alors, c'est le principe le modèle push, parce qu'en fait, dans le design pattern observer, en fait, il présente ces deux techniques pour consommer des messages. Alors, si on utilise le modèle de pull, alors pull, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, c'est le consommateur qui va décider quand est-ce qu'il veut lire le message. C'est-à-dire c'est le consumer qui va aller vers la boîte à lettres et puller. C'est-à-dire c'est lui qui demande « donne-moi les messages ». Alors c'est ce qu'on appelle le système de pull-in. Quand on fait le système de pull-in, tout simplement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que c'est le consommateur qui va choisir le moment où il veut consommer les messages. Et donc ça c'est le principe. Et après il y a la technique du push. Alors dans la technique du push, c'est que en fait, le consumer, il va faire un subscribe vers le topic ou bien le queue. Et dès qu'il y a un message qui arrive, c'est le broker qui va le pousser vers le consumer. C'est-à-dire, le consumer n'aura pas besoin à chaque fois d'aller vers la boîte à lettres et de lire les messages. Dès qu'il y a un message qui tombe dans la boîte à lettres, automatiquement le consumer va le recevoir. Donc c'est le broker qui va pousser le message vers le consumer. Donc généralement pour faire le GMS, généralement il est plutôt donc basé sur la technique du push. Push, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va créer donc le consumer. Une fois qu'on crée le consumer, on crée ce qu'on appelle un listener GMS. Et ce listener GMS, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un subscribe. Il fait un subscribe vers la file d'attente. Donc, ce qui fait quand il fait un subscribe, donc il est libre. Et dès qu'il y a un message qui arrive vers la file d'attente, automatiquement, c'est le broker qui va le pousser, qui va délivrer le message au consumer. Et après, le consumer donc, va traiter le message. Donc, généralement, dans le consumer, il y a une méthode qui s'appelle onMessage, qui va s'exécuter à chaque fois qu'il y a un message qui arrive. Et dès que le message arrive, tout simplement, on va le traiter. Et quand on traite le message, quand la méthode onMessage traite le message, il y a un accusé de réception qui est envoyé généralement vers le broker. Et dès que le broker reçoit un accusé de réception comme quoi le message a été traité, et c'est à ce moment-là que le broker peut supprimer le message à partir de la file d'attente. Par exemple, GMS, il fait ça. C'est-à-dire, une fois que le consommateur consomme le message, il le supprime de la file d'attente. Ça c'est le modèle GMS. Alors en fait le modèle GMS il est basé sur ce modèle au départ. Donc l'avantage, en fait l'inconvénient, le modèle push il a un inconvénient. Donc l'inconvénient du modèle push c'est que le modèle push c'est que supposons que par exemple vous avez
vous avez un consumer qui permet par exemple de produire beaucoup de messages. Imaginez que vous avez des capteurs qui vont produire des messages, 1000 messages par seconde. Vous avez votre application, il a un capteur. Et dès qu'il y a chaque seconde, je lis par exemple la valeur de la température ou chez Haja, comme ça, et j'envoie le message vers le broker. Et donc, vous avez un consumer, lui, qui reçoit ces messages et il les traite. Il fait, par exemple, du data analytics. Donc, ce qui fait que si j'ai, par exemple, le producer va envoyer 1000 messages par seconde, avec la technique du push, le consumer, il va recevoir combien de messages par seconde aussi, d'après vous? Alors, vous avez le producer envoie 1000 messages par seconde. Dès qu'il y a un message qui arrive, le broker, il va le pousser vers le consumer. Il va le pousser vers le consumer. Donc, ce qui fait Un message à la fin. c'est-à-dire que si par exemple le producer envoie 1000 messages par seconde, ben, le consumer va recevoir également 1000 messages par seconde parce que c'est du temps réel. Donc, à chaque fois qu'il y a un message qui arrive, hop, il le pousse vers le consumer. Donc, ce qui fait ici, dans la technique du push, le broker GMS, il se débarrasse des messages. Dès qu'il y a des messages qui arrivent, dès qu'il y a le consumer qui est connecté, il lui fournit les messages. Tac, 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 tac. Ben, du coup, donc, l'inconvénient, l'inconvénient, c'est que le consumer peut être débordé. Il peut être débordé, tout simplement pourquoi? Parce que il se peut par exemple que l'application consumer n'a pas beaucoup de ressources pour traiter les messages. Et donc, le consumer, parfois, il peut recevoir beaucoup de messages de la part des brokers. Et ce qui fait, s'il n'a pas assez de ressources pour les traiter, donc il va être débordé. Donc, ça, c'est l'un des inconvénients on va dire, du GMS, du modèle GMS. C'est que la technique du push, c'est-à-dire avec la technique du push, le consumer n'a pas un moyen de régler la vitesse de consommation des messages. C'est-à-dire que si par exemple le producer envoie 1000 messages par seconde, ben le consumer va recevoir également 1000 messages par seconde. Donc, quand tu fais un groupe WhatsApp, par exemple, dans un groupe WhatsApp, dès qu'il y a des messages qui arrivent dans le groupe, vous les recevez. Donc, c'est-à-dire s'il y a beaucoup de messages qui arrivent, et bien tout simplement vous allez avoir beaucoup de messages. Et du coup, donc, vous pouvez être débordé. Parfois, dans le groupe WhatsApp, vous n'avez pas la capacité de lire tous les messages. Et du coup, donc, dans le groupe WhatsApp, par exemple, vous n'avez pas le moyen de régler la vitesse de réception du message. Donc, vous ne pouvez pas dire, par exemple, moi, je veux recevoir juste 3 messages par minute. Donc, ça, on ne peut pas le faire. Donc, le modèle de push, c'est qu'on laisse le broker imposer. Donc, dès qu'il y a des messages qui arrivent, il s'en débarrasse, il les pousse vers les consommateurs. Alors, en fait, dans le modèle des pools, non. Dans le modèle des poolings, c'est que ce qui est intéressant, c'est que c'est le consumer qui décide quand est-ce qu'il veut aller vers le broker pour rapatrier les messages, pour consommer les messages. Ben, il dit que donc, avec la technique des pools, en quelque sorte, le consumer possède ce qu'on appelle un réglage, un robinet, si vous voulez, avec lequel il peut régler la vitesse de consommation des messages. Alors, c'est comme si, par exemple, vous imaginez, donc, chez vous, vous avez un robinet. Donc, vous avez, bon, si vous voulez, je présente toujours l'exemple comme ça, c'est que le broker a un château d'eau, par exemple, un château qui reçoit de l'eau. Le producer, il produit de l'eau, une canalisation, par exemple, qui produit de l'eau qui arrive vers le château. Donc, le château va stocker de l'eau. Et après, vous avez des consommateurs qui veulent consommer de l'eau. Alors, avec la technique du push, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez imaginer que vous avez, par exemple, un canal qui va vers le consumer, où le consumer n'a pas de robinet. Mais un robinet avec lequel il peut régler la vitesse de consommation, c'est-à-dire de la quantité d'eau qu'il veut consommer. Ben, il dit que donc ça veut dire que s'il y a beaucoup d'eau qui arrive vers le château, ben, le consumer il va recevoir également beaucoup d'eau. Donc ce qui fait, ça suppose que le consumer a... qu'est-ce qu'il va faire? Si vous êtes chez vous à la maison, il n'y a pas de robinet, je ne vous le souhaite pas.
Alors, s'il n'y a pas de robinet, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, vous devrez avoir beaucoup de, on va dire de, beaucoup de, c'est-à-dire d'outils de stockage. Donc, c'est-à-dire vous allez commencer à prendre de l'eau et une fois que c'est rempli, il faut également utiliser d'autres récipients, etc., etc. Donc, il vous faut une grande quantité de stockage chez vous à la maison. Et donc, ça, c'est ça la technique des push. C'est-à-dire que le broker, dès il y a des messages qui arrivent, il les envoie vers les consumers. Donc, ça suppose que les consumers ont la capacité de traiter tous ces messages-là. Et donc, c'est-à-dire que c'est le consumer qui doit créer une file d'attente dans laquelle il va stocker ces messages pour pouvoir les traiter, c'est-à-dire à sa vitesse. Alors qu'avec la technique de consumer, plutôt le pool, le pooling, c'est qu'est-ce qui se passe? C'est que donc vous avez le consumer un canal ou avec un robinet. Donc avec un robinet, donc qu'est-ce qu'il fait le consumer? C'est le consumer qui décide quand est-ce qu'il va ouvrir le robinet. Il va prendre une quantité d'eau, il ferme le robinet, il va consommer avec la quantité de messages ou de l'eau qu'il a pris. Une fois qu'il termine, bah, il ouvre encore le robinet, il prend une quantité qu'il veut, il ferme et ça va de soi. Donc, la technique des push, plutôt des pooling. Pool, c'est-à-dire c'est le consumer qui décide quand est-ce qu'il a ce qu'on appelle, il y a ce qu'on appelle un phénomène du réglage du back pressure, c'est-à-dire de la vitesse de la pression de consommation des messages. Il y a le robinet, donc le consumer a un moyen de régler la vitesse de consommation des messages. Ben, du coup, donc GMS, lui, il est plutôt basé sur la technique des push. D'accord? Donc, il pousse les messages. Après, on a vu que le modèle pour les applications qui utilisent beaucoup de messages, donc c'est pas très intéressant. Pourquoi? Parce que les applications, les microservices, ils peuvent pas maîtriser un peu la vitesse de consommation, de réception des messages. Donc c'est pour cela, par la suite, Kafka, il est venu. Bon, Kafka, lui, il est venu pour proposer un modèle qui est basé sur ce qu'on appelle la technique des pool. Donc vous voyez donc un broker GMS comme ActiveMQ, il est plutôt basé sur la technique des push. Et RabbitMQ, la même chose, il est basé sur la technique du push. C'est-à-dire dès qu'il y a un message qui arrive, il le pousse vers le consumer. Et Kafka, lui, il est plutôt basé sur la technique des pooling. C'est-à-dire avec Kafka, si le consumer a le moyen de régler la vitesse des messages. Il dit que donc, du moment que c'est le consumer qui règle la vitesse des messages, donc ça veut dire que le consumer, plutôt le broker, il a besoin d'une grande capacité de stockage. C'est-à-dire le château d'eau, il doit être très grand en quelque sorte. On doit avoir côté broker une grande capacité de stockage. Pourquoi? Tout simplement parce que les consommateurs qui décident quand est-ce qu'ils vont ouvrir les robinets, quand est-ce qu'ils vont les fermer. Donc ce qui fait justement Kafka, lui, il vient pour gérer ce qu'on appelle des topics de grande capacité, c'est-à-dire des téraoctets de capacité de message. Et en plus, donc c'est pour cela que Kafka va bénéficier, donc va exploiter tout ce qui est les avancées au niveau du big data, notamment avec tout l'écosystème des outils NoSQL, HDFS, avec toute la technologie du big data, donc va être exploitée par Kafka pour mettre en place un système de stockage des messages donc qui est distribué et tolérant en panne. Donc ça, on va en parler tout à l'heure. Donc en plus Kafka, on va voir, il va apporter en fait la possibilité de conserver les messages. C'est-à-dire quoi? C'est qu'avec GMS, dès qu'un message est consommé, il va être supprimé de la file d'attente. Mais avec Kafka, non. C'est que tous les messages qui arrivent, ils sont stockés de manière permanente. C'est-à-dire que même si un consommateur consomme le message n'est pas supprimé du topic. Donc il va rester, c'est-à-dire que le consommateur, il peut encore le reconsommer une deuxième fois. Si par exemple le consumer a perdu les données de sa base de données,
eh ben, il peut relire, il peut reconsommer les messages à partir du topic Kafka. Donc, ce qui donne des applications qui sont très intéressantes. Donc, voilà la raison pour laquelle, dans les architectures d'entreprise, donc, on va plutôt utiliser donc, Kafka, qui est plus intéressant, ou à la rigueur RabbitMQ, donc dans des situations. C'est pour cela, dans nos activités pratiques, on va plutôt donc s'intéresser au modèle Kafka pour voir comment l'utiliser, comment c'est-à-dire l'intégrer dans des applications basées sur les microservices. Est-ce que vous avez compris l'idée principale les deux modèles de brokers? Oui, ça va. Oui, monsieur. Alors, c'est bien sûr, n'hésitez pas de poser des questions. Alors, on va expliquer en détail maintenant comment, par exemple, avec GMS, comment on va travailler avec GMS. Bon, si vous voulez créer une application avec GMS, donc la démarche, c'est quoi? C'est que si vous voulez créer une simple application Java, donc vous créez en fait un ActiveMQ, plutôt un Connection Factory, comme je disais, on crée un objet Connection Factory, dans lequel on précise donc le serveur où se trouve le broker. Par exemple, ici, je suppose que il y a un broker qui s'appelle ActiveMQ qui se trouve en localhost et qui utilise ce port. Alors, généralement, GMS supporte les trois en fait, protocoles. Donc, nativement, donc, il y a TCP, c'est le protocole qui est, on va dire, générique, qui est utilisé. Mais après, par la suite, il y a d'autres protocoles qui ont été développés et qui ont été développés spécifiquement pour les systèmes distribués asynchrones. Donc, qui ont été introduits avec le broker RabbitMQ. Alors, ces protocoles sont assez connus par... il y a AMQP, il y a Stomp, MQTT. Alors, MQTT, donc, c'est un protocole qui est très utilisé dans les applications IoT. Alors, dans les applications IoT, généralement, en fait, c'est-à-dire les applications IoT, ils changent des messages vers des brokers MQ. En utilisant ce protocole, c'est-à-dire MQTT, il se base sur des messages qui ont c'est-à-dire une petite taille, d'ailleurs, qui est optimisée pour les applications IoT. Bon, les messages MQTT, c'est des messages, c'est des données dans lesquelles qui ont un format bien spécifique pour les applications IoT. Stomp, c'est pour échanger des messages texte. Ça, c'est pas les applications de chat. Par exemple, si vous voulez créer une application web ou bien mobile qui veut communiquer directement avec un broker, si vous voulez échanger du texte, par exemple, comme les applications de chat, ben, vous pouvez utiliser donc Stomp. Stomp, il est fait pour échanger du texte. AMQP, donc c'est un protocole qui permet d'échanger des données binaires. C'est des tableaux d'octets qui peuvent être échangés entre les applications distribuées. Donc ces protocoles sont très performants. Alors ce qui fait que par exemple ActiveMQ, c'est l'un des brokers GMS qui supporte les quatre protocoles. Donc c'est-à-dire ici on peut spécifier TCP, on peut spécifier AMQP, ou Stomp ou MQTT. Donc je peux bien utiliser donc ActiveMQ pour une application IoT. Je peux l'utiliser pour une application de chat, etc. Donc tout ça, on peut le faire. Donc à partir de l'objet Connection Factory, on va créer une connexion. Donc on démarre la connexion. Ensuite, on va créer une session. À partir de connection, on crée une session. Bon, je ne rentre pas dans les détails parce que ce n'est pas la partie la plus importante. Pour nous, la partie la plus importante, c'est la partie Kafka. Et comment travailler ça avec Spring. Donc on crée une session avec Create Session. Et à partir de la session, je crée un topic ou bien un queue. Alors, je n'ai pas expliqué la différence entre queue et topic. Je reviens un petit peu en arrière ici. Alors, c'est quoi la différence entre le modèle queue et topic? Les files d'attente, il y a deux types, GMS, queue et topic. Alors, queue, c'est une file d'attente qui consiste à faire une communication de type one-to-one. Plutôt, c'est ça, one-to-one. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un consumer envoie un message vers un queue, ben, ce message ne peut être consommé qu'une seule fois. Ça veut dire qu'il y a un consommateur qui va recevoir ce message.
Alors, supposons que vous avez par exemple trois consumers, C1, C2, C3, on fait un subscribe vers le même queue. Donc, vous avez trois consumers, C1, C2, C3, écoutent la même boîte à lettres, si vous voulez, un queue. Alors, quand il y a un message qui arrive dans le queue, qui est-ce qui va recevoir le message? Ou C1, ou C2, ou C3, ou là, les trois. Bah, si c'est un queue, eh bien, il y a un seul qui va recevoir le message. C'est-à-dire, le premier message qui arrive, il va être envoyé vers C1. Le deuxième message, c'est C2 qui va le recevoir. Le troisième message, c'est C3. C'est un tour de rôle. Donc, vous voyez donc le queue, et il garantit que le message va être traité une seule fois. Il y a une seule application qui peut le consommer. On peut pas, le même message ne peut pas être reçu par plusieurs applications. Le modèle queue, c'est ce qu'on appelle point à point. Vous avez une application qui envoie un message vers une autre application. Alors que si vous avez une file d'attente de type topic, on va créer ce qu'on appelle une communication one-to-many. C'est-à-dire que le producer envoie un message vers le topic. Alors si vous avez trois consommateurs C1, C2, C3 font un subscribe vers le même topic, eh bien tous les trois vont recevoir le même message. Donc dès qu'il y a un message qui arrive là, eh bien, toutes les applications vont recevoir le même message. Bon, si vous voulez, le topic c'est comme un groupe WhatsApp. Alors quand vous envoyez un message vers le groupe WhatsApp, c'est que tous les utilisateurs qui sont dans ce groupe-là vont recevoir le même message. Donc ça c'est un topic. Donc vous voyez, donc le topic c'est un cas plus général. Mais GMS, lui, il fait la différence entre queue et topic. Alors, par exemple, si je veux travailler avec un topic, je fais create topic. Donc, là, c'est le nom du topic. Je crée une destination. À partir de session, je crée un producer qui va produire vers cette destination. Bon, il y a des petits réglages qu'on peut ajouter. Alors, généralement, par défaut, dans le broker GMS par défaut, il n'a pas le droit de conserver les messages. C'est-à-dire, le broker GMS, c'est comme la poste. Dès qu'il y a un message qui est consommé par quelqu'un, il le supprime de la file d'attente. C'est-à-dire que le broker GMS ne conserve pas les messages. Dès qu'il les délivre, son travail, c'est de délivrer le message. Mais il ne va pas le conserver. Donc, par défaut. Mais si vous souhaitez que le broker garde ces messages-là, même s'ils sont consommés, on peut le faire avec cette delivery mode, par exemple, ici. Vous pouvez mettre soit persistant ou bien non persistant. Alors, si vous mettez persistant, ça veut dire que les messages ils vont rester persistants chez le broker, c'est-à-dire on garde une copie des messages qui sont consommés chez le broker. Mais ça, c'est juste un petit détail. Bon, après, je crée des messages. Par exemple, ici, j'ai un message qui contient texte. Bon, après, donc, on va créer des messages. Donc, il existe plusieurs types de messages qu'on peut utiliser dans GMS. Par exemple, session.createTextMessage, ça permet de créer un message qui contient du texte. Bon, quand je dis du texte, c'est-à-dire ça peut être des données JSON, c'est des données XML, c'est-à-dire ça peut être des données structurées. Donc, généralement, c'est le plus utilisé, c'est text message, parce que quand on échange le texte, ça veut dire que les applications, elles sont ce qu'on appelle interopérables, c'est-à-dire n'importe quelle application, quel que soit le langage, il peut recevoir le message, il peut le lire parce que c'est du texte. Quand c'est du JSON, XML, c'est plus simple à exploiter. Mais après, on peut utiliser d'autres messages comme byte message, comme map message, object message, stream message. Donc, il existe plusieurs, par exemple, pour envoyer des messages qui contiennent des données binaires. Map message, c'est des messages qui contiennent des maps, c'est-à-dire key value. C'est des messages avec les valeurs. Object message, c'est pour envoyer un objet Java sérialisé dans un message. Stream message, c'est pour faire ce qu'on appelle du streaming. Donc, si vous voulez, par exemple, envoyer une vidéo ou un audio, généralement, on peut le faire avec stream message. Mais tout ça, cet effet, c'est très ancien. Mais le plus utilisé, c'est text message. Mais après, on va voir que, par exemple, pour faire du streaming, bon, c'est pas le GMS n'est pas très performant là-dessus. Donc, il y a d'autres protocoles comme gRPC que vous avez vu qui permet de faire mieux les choses. Alors après, pour envoyer le message, donc on va utiliser producer.send et on spécifie le message. Donc ça, c'est côté producer. Vous voyez, donc ça, c'est pour une application Java. Donc pour une application Java, donc on va écrire, c'est copier-coller là.
Est-ce que c'est clair? Donc, en résumé, je crée Connection Factory, je crée la connexion, je crée la session, je crée la destination, je crée le producer, je crée le message et je fais send. Alors, pour consommer, on peut faire la même chose, créer Connection Factory, créer la connexion, créer la session, créer la destination, créer cette fois-ci Message Consumer. Alors, Message Consumer, maintenant, si on veut faire avec Message Consumer, on va créer ce qu'on appelle un listener GMS. Donc, je n'ai le listener GMS. Donc, ici, je fais consumer.setMessageListener. listener. En fait, un listener GMS, c'est un objet qui implémente l'interface MessageListener et dans lequel on redéfinit la méthode onMessage. Ça veut dire quoi? Je n'ai consumer.setMessageListener. Ça veut dire que vous faites un subscribe vers quoi? Vers la destination, c'est-à-dire vers le topic. On fait un subscribe vers le topic. Dès qu'il y a un message qui arrive, bah, automatiquement la méthode onMessage va s'exécuter et je reçois le message et je le traite. Alors par exemple ici, donc je vais tester. Si le message c'est une instance de text message, ben, je vais prendre message.getText. Je prends le contenu du message et je l'affiche. Donc le code que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle un listener GMS. Donc je fais un subscribe vers un topic ou bien un queue et après mon application il fait autre chose. Dès qu'il y a un message qui arrive, ben, automatiquement cette méthode va s'exécuter. Donc si vous voulez, c'est ce qu'on appelle un écouteur GMS. Donc j'écoute un topic et dès qu'il y a un message qui tombe avec la boîte à lettres, ben, automatiquement je le reçois. Alors sauf que bien sûr, bon ça c'est si vous travaillez une simple application Java, mais si vous travaillez avec Spring, vous n'avez pas besoin d'écrire tout ce code là. Bon, d'abord avant de vous parler de Spring, d'abord un petit mot sur ActiveMQ. Bon, ActiveMQ, c'est l'un des brokers que vous pouvez utiliser si vous travaillez avec GMS. On peut le télécharger sur le site de Apache. Donc, c'est un outil plutôt de la fondation Apache. Bon, c'est un fichier .zip qu'on peut télécharger et on peut le démarrer quelque part en utilisant la commande ActiveMQ Start. Donc, avec ActiveMQ Start, donc on peut démarrer donc ActiveMQ. Donc vous voyez ici donc il est démarré par défaut. Alors par défaut il utilise des connecteurs ici, donc je peux faire un zoom. Alors des connecteurs, si vous regardez après le démarrage, vous voyez ici il y a le port, il utilise un connecteur TCP sur le port 616, le connecteur AMQP sur le port tel Stomp, c'est-à-dire que par défaut, on peut utiliser les trois protocoles, donc comme j'ai expliqué la dernière fois. Donc une fois que vous démarrez le broker, il a une interface web ActiveMQ qu'on peut consulter via le port 8161. Et qu'est-ce qu'il permet cette interface? Très simple, on peut voir les queues et les topics qui sont créés, on peut voir les messages qui sont en cours, qui sont envoyés, qui sont consommés, etc., etc. Donc on peut avoir une idée sur le trafic. Donc les messages qui sont échangés entre les applications, vous avez une idée sur le dashboard qui permet de montrer donc le trafic, les messages qui sont échangés. Donc la poste. La poste, parce que c'est quoi le rôle de la poste? Le rôle de la poste, c'est recevoir des courriers chez ce qu'on appelle des consumers, plutôt des producers, et de les délivrer vers les consumers. Bon, un broker, il joue le protocole. Le broker, c'est son travail, c'est la poste. Son travail, c'est quoi? C'est recevoir des messages et les délivrer vers le destinataire. Bon, il y a également un petit formulaire qui vous permet d'écrire un message et de l'envoyer vers un topic ou bien un queue pour faire des tests. C'est pour ce qu'on appelle le broker ActiveMQ externe. Alors vous pouvez également démarrer un broker ActiveMQ interne, ce qu'on appelle un broker embarqué dans une application Java. C'est très simple, il suffit d'ajouter la dépendance ActiveMQ broker et ActiveMQ AKDB Store donc, dans l'application, et dans n'importe quelle application Java
vous créez une application Java avec la méthode main, dans laquelle vous créez un objet broker service et vous mettez tout simplement, vous lui attachez un connecteur. Par exemple, ici, ce broker là, je voudrais qu'il soit à l'écoute, il utilise le connecteur TCP sur le port soit 616 et je fais start. Donc vous voyez ici, donc ce code là il est suffisant pour démarrer un broker. Donc si vous voulez pas télécharger le broker que je vous ai montré tout à l'heure, ben, vous pouvez le démarrer avec une application Java simple comme ça. Donc c'est ce qu'on appelle un broker embarqué, c'est-à-dire c'est un broker qui est démarré par une application Java. Alors sauf que comme je disais, donc si vous travaillez avec Spring, bon, vous voyez tout à l'heure, pour si vous travaillez dans une application Java simple, vous voyez ici, il y a quand même il y a des codes à écrire. Bon, ça c'est pour à chaque fois, il faut écrire une dizaine de lignes de code. Mais si vous, c'est des codes, c'est des copier-coller, c'est des codes techniques. Si vous travaillez avec Spring, vous n'avez pas besoin d'écrire ce code, c'est plus simple. Alors dans un projet qui est basé sur Spring, si vous voulez créer un listener GMS, il suffit de créer une méthode, c'est-à-dire vous voulez créer un consumer. Yani votre application, il veut faire un subscribe vers un queue ou bien un topic. Dès qu'il y a un message qui arrive, vous voulez lire le message. Ben, il suffit de créer une méthode qui utilise la notation GMS listener. Et vous spécifiez la destination. La destination, c'est le nom de la file d'attente, c'est-à-dire soit le queue ou bien topic. Donc automatiquement Spring, lui, il fait un subscribe. C'est-à-dire c'est Spring qui va créer connection factory, connection session, message consumer et créer un listener GMS et qui écoute sur ce topic. Dès qu'il y a un message qui arrive, automatiquement cette méthode s'exécute et je reçois le message et je le traite. Alors dans cet exemple-là, donc je suppose que le message il est de type texte. Et ben je vais prendre ces données texte, je vais les convertir en format JSON et je les stocke dans un objet étudiant, etc. Et j'enregistre l'étudiant dans la base de données, par exemple. C'est-à-dire ici, donc je suis en train d'attendre un message qui contient des informations sur un étudiant. Dès que ce message arrive, je prends les données, je les mets dans un objet étudiant et je fais save dans la base de données. Ça, c'est juste un exemple. Alors ça, donc, si vous voulez consommer un message, vous utilisez GMS Listener. Alors si vous voulez envoyer le message, vous utilisez une interface qui s'appelle GMS Template. Alors il suffit par exemple d'utiliser GMS Template, vous mettez Hotwired, vous faites l'injection des dépendances et vous utilisez, pour envoyer un message, vous utilisez GMS Template.convert&send. Send vers quoi? Vers topic ou bien, vous avez soit un topic ou bien un queue. Et vous mettez le message. Donc en résumé, vous voyez donc avec Spring c'est beaucoup plus simple parce qu'en fait avec Spring, si vous voulez écouter des messages, vous voulez consommer des messages, vous utilisez GMS Listener. Si vous voulez envoyer les messages, vous utilisez GMS Template. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Merci. C'est parfait. Alors maintenant, HTML, c'est GMS. Donc GMS, c'est un modèle qui existait depuis très longtemps dans l'architecture J2E. Il est présent à l'époque, toutes les entreprises utilisaient GMS, quasiment parce que c'était la seule solution qui existait à l'époque, quelles que soient les technologies. C'est-à-dire tous les langages, les technologies, généralement utilisaient de l'appli GMS, avec des brokers qui sont très connus comme IBM, MQ Queries, etc. Donc HornetMQ, ActiveMQ. Donc c'est des brokers qui faisaient partie des spécifications J2E qui étaient utilisées. Mais après, les choses ont changé. Et là, après, j'ai le broker plutôt RabbitMQ d'abord, qui proposait un modèle qui est beaucoup plus performant que GMS. Et après, j'ai Kafka, qui propose encore un modèle qui est beaucoup plus performant que RabbitMQ. Donc, c'est-à-dire, ce qui est plus intéressant depuis déjà quelques années, les entreprises plutôt, ils vont préférer utiliser un broker comme Kafka, donc qui est très, très pratique pour les applications d'une manière générale. Donc, c'est ce qu'on va voir. Donc, nous allons nous intéresser dans nos activités pratiques, parce que ce que je viens de vous présenter, c'est juste l'origine. Parce que les systèmes, on ne peut pas faire
les systèmes distribués asynchrones, si on ne revient pas à l'origine des brokers. Et l'origine de brokers, historiquement, il est lié à l'API GMS. Donc l'API GMS, c'est la base. C'est comme si vous dites les systèmes distribués, le standard, il y a Wakorba et Remi, c'est les standards. Après, les choses ont évolué, il y a les web services, etc. qui sont utilisés, mais il reste la base. En fait, GMS, on va dire, c'est le standard des systèmes distribués asynchrones. Alors, en fait, comme je disais, donc Kafka. Alors, Kafka, c'est un broker qui est venu avec une idée qui est complètement différente. Donc, c'est une plateforme qui est venue pour proposer, en fait, trois parties, trois choses en quelque sorte. D'abord, Kafka, il permet de mettre en place un broker qui permet de produire et de consommer des messages, exactement comme le cas de ActiveMQ et RabbitMQ. C'est-à-dire il représente un broker qui permet d'échanger les messages entre les applications. Techniquement parlant, je peux utiliser Kafka, RabbitMQ, je peux utiliser d'autres brokers. Il existe d'autres brokers, je n'en ai pas parlé. La deuxième des choses, c'est que Kafka, la particularité, c'est qu'il permet de stocker le flux d'enregistrement de manière durable et tolérante aux pannes. C'est que Kafka, tous les messages qui sont gérés par Kafka, tous les messages qui transitent via Kafka, broker, ils sont enregistrés dans des topics de manière durable et tolérante aux pannes. Ça veut dire que Kafka ne supprime pas les messages. Il a une base de données dans laquelle il va indexer les messages. Et du coup, donc, les messages, ils sont gérés de manière durable et tolérante aux pannes. C'est-à-dire même, et on va voir tout à l'heure d'où vient la notion de tolérante aux pannes, c'est-à-dire, il vous garantit que vos messages ne seront jamais perdus. Alors tout ça, c'est l'histoire en fait de tolérance aux pannes. Ça, c'est quelque chose que je vais vous expliquer tout à l'heure. Alors le deuxième, en fait, la troisième des choses, c'est vous avez ce qu'on appelle avec Kafka, il possède une API qui s'appelle Kafka Streams, qui permet de faire ce qu'on appelle du real-time stream processing. C'est-à-dire quoi, real-time stream processing? C'est-à-dire, c'est le traitement temps réel. C'est le traitement temps réel. Vous devrez savoir que dans le domaine du big data, je ne sais pas si je peux vous faire un petit résumé. Malheureusement, je n'ai pas ici ma tablette graphique, donc je ne peux pas. Je peux pas dessiner, j'ai pas des outils, donc je vais utiliser un peu je vais créer une diapositive comme ça. Ça c'est mieux. Vous arrivez toujours à voir ça? Oui. Voilà. Alors, juste pour vous donner une idée sur l'écosystème du Big Data, il faut bien comprendre ça. Alors, quand je prends Big Data, donc vous avez deux volets. Le Big Data, vous avez deux volets. Vous avez stockage des données de manière distribuée, stockage distribué. C'est-à-dire on va stocker les données dans plusieurs machines. Et vous avez traitement distribué. Alors stocker les données de manière distribuée et traiter ces données-là de manière distribuée. Est-ce que vous me suivez? Oui. Voilà, stocker de manière distribuée et traiter de manière distribuée. Alors au niveau du stockage, vous avez deux modèles. Vous avez le modèle HDFS. Moi, je fais ça.
Donc le modèle HDFS c'est assez connu, donc quasiment Hadoop HDFS. Donc c'est un système de fichiers distribués qui consiste tout simplement à prendre des données, les découper, les distribuer dans plusieurs machines. Donc c'est-à-dire que vous allez pas penser à ça, c'est le système de fichiers distribués qui va se charger de distribuer, de prendre les messages, les découper en blocs, et après ces blocs-là ils vont être distribués dans plusieurs machines. Donc ça c'est le premier modèle, c'est HDFS. Ok, les SGBD non SQL. Alors, les SGBD non SQL, il y a tout un écosystème. Donc, vous allez trouver beaucoup d'outils. Vous avez des SGBD, par exemple, comme MongoDB. Alors, MongoDB, c'est un SGBD orienté document. Alors, orienté document, ça veut dire que les données, il stocke les données sous forme de documents format JSON. Ok. Alors, orienté document, c'est un SGBD orienté document. Alors, vous avez un outil comme Cassandra. C'est un SGBD orienté colonne. Si vous voulez Cassandra, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va, si vous avez par exemple une structure de données, c'est comme si vous avez une grande table, bah, il va la découper en colonnes. C'est-à-dire chaque colonne, il est stocké dans un nœud. Cette colonne-là, dans un autre nœud, une colonne. C'est-à-dire il découpe par colonne. Et il découpe par document, par ligne. Et chaque ligne, soi-disant, c'est un document de JSON qui va être stocké quelque part. Et après, vous allez trouver donc, par exemple, des SGBD comme Neo4j, qui est un SGBD orienté graphe. C'est-à-dire pour les bases de données orientées graphe, généralement Neo4j il est fait pour ça. C'est-à-dire stocker les données qui sont plutôt orientées sous forme de graphe. Alors la théorie des graphes c'est tout un domaine, mais en tout cas donc Hada c'est un outil qui est très, par exemple pour les applications dans lesquelles on fait par exemple de géographie, par exemple optimiser c'est-à-dire je sais pas, comme les applications comme Waze, comme par exemple les réseaux sociaux, comme par exemple LinkedIn, il utilise une base de données orientée graphe. C'est parce que vous avez un utilisateur qui est connecté avec d'autres utilisateurs, donc c'est un graphe en quelque sorte. Donc ce qui fait ici, donc c'est plus vous avez un outil comme Elasticsearch, qui est orienté texte. Alors Elasticsearch c'est fait pour créer des moteurs de recherche. Les moteurs de recherche globalement c'est très pratique. Il permet de stocker les données sous format texte et les index, ce qui fait quand on fait de la recherche c'est plus rapide via Elasticsearch généralement. Et vous avez d'autres SGBD comme par exemple alors il y en a d'autres. Il y a des SGBD qui sont ce qu'on appelle orienté key value. Alors comment il s'appelle déjà? Donc le nom m'échappe. Redis par exemple. Key value. C'est un SGBD non SQL orienté key value. Alors, est-ce que vous me suivez? Ah oui. Alors, tout ça, donc c'est juste, je vous rappelle ça, c'est quand même important de le savoir. Voilà. Alors ça c'est le stockage. Alors maintenant on vient vers le traitement distribué. Alors dans le traitement distribué, vous avez
vous avez deux volets. Vous avez ce qu'on appelle le batch processing. Batch processing. Et vous avez stream processing. Alors ça, bien sûr, il va falloir comprendre tout ça. Alors batch processing, stream processing, donc j'ai ici, je vais pas... Alors, quelle est la différence entre le batch processing et le stream processing? Donc, c'est le traitement d'une manière générale de données. Alors, je batch processing. Batch processing, ça veut dire c'est traiter un ensemble de données qui ont été produites dans le passé. Ça veut dire quoi? Avec le batch processing, qu'est-ce que je fais? Je reçois des données, je stocke dans une base de données ou bien dans un fichier CSV. Je stocke. Par exemple, toute la journée, je vais stocker les transactions bancaires dans un fichier. Et à la fin, vers minuit, par exemple, ou bien vers 2 heures du matin, je vais traiter les données. Donc, avec le fichier, je vais le traiter. Et quand je le traite, donc je le traite de manière ce qu'on appelle batch. C'est ce qu'on appelle le batch processing. Le batch processing, ça veut dire traiter un ensemble de données qui ont été produites dans le passé. Par exemple, traiter les transactions bancaires dès le dernier mois. Ou là, traiter les transactions bancaires dès la dernière semaine. Donc, vous voyez, donc je stocke. Et après, je traite. Ça, c'est du batch processing. Alors, pour faire du batch processing, donc vous avez les outils les plus connus par les entreprises. D'abord, il y a Spring Batch. Alors Spring Batch, donc ça c'est un outil qui est très utilisé par les entreprises. C'est pour faire ce qu'on appelle faire les traitements des batchs, c'est-à-dire des applications qui vont être planifiées à 2 heures du matin ou là minuit, chaque minuit de chaque jour. Il va déclencher des traitements, il va lire des fichiers, il traite les transactions, les fichiers, etc. Donc Spring Batch, donc ça c'est une solution, mais sauf que Spring Batch, il n'a pas été créé pour traiter une grande quantité de données. Ça veut dire que avec Spring Batch, on ne fait pas du distribué. C'est-à-dire traiter un ensemble de données qui vont être stockées dans le traitement se fait dans une machine avec Spring Batch. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui, monsieur. Voilà. Donc, mais sauf que si vous travaillez avec Spring Batch, c'est très pratique. Mais supposons, je vais vous donner un exemple. Supposons, vous avez par exemple une caméra qui va surveiller par exemple le passage par exemple des véhicules. Alors vous mettez la caméra, chaque véhicule qui passe, vous prenez l'information, vous l'enregistrez dans un fichier. Tac, vous stockez, etc. Donc toute la journée, dans l'autoroute, vous stockez donc un ensemble de fichiers, un ensemble de données sur le passage, par exemple, des véhicules, le type, est-ce que c'est une voiture, c'est un camion, avec quelle vitesse, etc. Donc je stocke. Donc une fois que je stocke ces données, par exemple, de 2 heures du matin, j'ai besoin de faire des statistiques. Et pour faire à 2 heures du matin des statistiques, donc je vais revenir au fichier et je vais traiter ces données. Et à la fin, je vais voir combien de camions qui sont passés, combien de dépassements de vitesse, la moyenne de passage des vitesses, etc. par tranche d'heure, etc. Donc, alors pour faire ça, par exemple, on peut utiliser Spring Batch pour faire du batch processing. Mais supposons, vous voulez démarrer votre batch, par exemple à 2 heures du matin, et vous voulez que par exemple à 8 heures du matin, vous voulez publier les résultats statistiques. Vous voulez les publier comme ça, les utilisateurs ils peuvent voir par exemple, voilà donc les statistiques par exemple hier.
Donc c'est du batch processing. Alors si par exemple, supposons que le traitement, quand vous utilisez Spring Batch, si la quantité de données à traiter est très importante, et quand vous lancez votre batch votre batch avec Spring Batch à 2 heures du matin, vous lancez le traitement et ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps, et que votre traitement ne va pas se terminer à 8 heures, il va se terminer par exemple à midi. C'est-à-dire vous commencez le traitement de 2 heures du matin, mais ça dit du coup, donc vous allez là le problème, c'est-à-dire que je peux pas, c'est-à-dire moi j'ai intérêt à ce que mon batch se termine à 6 heures du matin. Donc bon, si par exemple la quantité de données est importante, donc je peux pas les traiter dans une seule machine, c'est-à-dire je peux pas utiliser donc ce traitement comme ça. Donc là j'ai besoin de faire le traitement distribué. Donc j'ai besoin cette fois-ci d'utiliser plusieurs machines pour les traiter de manière parallèle et distribuée, et comme ça on peut faire vite. Donc il y a des outils du big data notamment. Le plus connu c'est Spark. Bon, il y avait MapReduce, donc ça vous le connaissez, MapReduce, Spark. Alors au début c'était MapReduce, Spark, donc ils sont faits pour faire du batch processing. La différence entre Spring Batch, MapReduce et Spark, c'est que MapReduce et Spark, c'est des frameworks qui ont été créés pour faire le traitement de manière distribuée. Alors ici donc je vais avoir quelque chose comme ça. Voilà, alors donc Spring Batch, il faut juste noter qu'une chose, c'est que Spring Batch et MapReduce et Spark, ils utilisent HDFS, c'est-à-dire ça suppose que comment le faire comme ça? Donc Spark, alors la même chose ici. Alors MapReduce, ça suppose que vous avez ce qu'on appelle un cluster HDFS. Parce qu'en fait le traitement se fait de manière distribuée. Pour faire de manière distribuée, j'ai besoin d'un cluster HDFS. Donc forcément, ici il faut utiliser un cluster HDFS. Donc là c'est du batch processing. Donc MapReduce c'était au début, mais après, bon, il a ses inconvénients. Donc ce qui fait que depuis, il n'est plus utilisé. Mais plutôt donc ce qui est plus utilisé donc pour quand on a une grande quantité de données à traiter, pour faire du data analytics en temps réel, plutôt pas en temps réel, en batch processing. Donc Spark il est fait pour ça. Donc c'est le batch processing, c'est-à-dire faire le traitement de données de manière distribuée, traiter un ensemble de données qui ont été produites dans le passé. Et après il y a stream processing. Alors pour faire stream processing, c'est le traitement temps réel. Alors pour faire du stream processing, donc vous avez des outils, des API qui sont utilisés, parmi lesquels il y a Kafka Streams. Alors Kafka Stream justement, c'est il y en a d'autres. Kafka Stream, c'est une API qui permet de faire des traitements temps réel. Ça veut dire quoi? Au fur et à mesure que les données arrivent, je fais du data analytics. L'exemple d'IL, par exemple l'autoroute, au fur et à mesure que les véhicules passent, mon application est en train de faire des statistiques, c'est-à-dire j'affiche en temps réel le nombre de véhicules passés, la moyenne de vitesse, les types de voitures, camions, combien de voitures, combien de camions, etc., etc. Mais ça, je le fais en temps réel. Au fur et à mesure que
que les véhicules passent, j'ai besoin de faire ces calculs en temps réel. Donc, là, c'est des stream processing. Alors, Anna, je vais vous donner un exemple, parce que je sais que vous faites aussi des cours sur le big data, et parfois vous avez du mal à cerner un peu cette vision-là. Donc, je l'ai remarqué avec, en tout cas, mes étudiants. Non, monsieur, ما كنديروش البيك داتا. Alors, voilà, donc vous n'avez pas un cours sur big data l'année prochaine ou شي حاجة, non? L'année prochaine عندنا. Vous l'avez, c'est parfait. Donc, en tout cas, le schéma, ça vous trace un peu une idée générale sur globalement l'écosystème du big data. Donc, quand vous voyez donc big data, c'est-à-dire stockage distribué, traitement distribué. Stockage distribué, donc il y a le système HDFS, qui est les SGBD NoSQL. Bon, vous avez tout un écosystème. Et après, vous avez le traitement distribué, dans lequel vous avez le batch processing, le stream processing. Batch processing, il y a des outils comme Spark. Stream processing, il y a des API comme Kafka Streams. Donc voilà. C'est un bon résumé sur l'écosystème. Alors, donc, on a l'exemple, comme tout à l'heure, je vais vous la différence entre batch processing et stream processing. C'est que le batch processing, supposons, on vous demande de faire des statistiques, par exemple, avec l'autoroute. On vous demande de le faire vous-même. Vous allez vous placer sur l'autoroute, vous prenez votre stylo et vous voulez faire des statistiques. Par exemple, ce qui vous intéresse, c'est de faire combien de voitures qui passent, combien de camions, les couleurs, les marques, la moyenne des vitesses, la moyenne de... etc. Donc, si vous voulez faire ce travail-là, il y a deux façons de faire. Si vous travaillez en mode batch, qu'est-ce que vous allez faire? Quand vous serez devant l'autoroute, vous allez être comme un capteur. À chaque fois qu'il y a un véhicule qui passe, vous le notez. J'ai une voiture, tac, 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 qui passe avec telle vitesse, etc. J'ai un camion qui passe, j'ai ça. Vous notez juste bêtement, c'est-à-dire vous stockez. Vous notez le passage. Vous ne faites pas des calculs, vous ne faites pas des statistiques. Vous notez. Et quand vous allez passer toute la journée à noter le passage des véhicules, et quand il y a à 2 heures du matin, par exemple, ou à 4 heures du matin, là où il n'y a plus de véhicules qui passent, vous allez prendre le temps et vous allez faire des statistiques. Vous allez prendre ces données-là, vous les mettez Excel et vous commencez à faire vos statistiques, etc. Alors, c'est quoi ça? Est-ce que c'est du stream processing ou bien c'est du batch processing? Batch processing. Voilà. Donc là, vous êtes en train de faire du batch, c'est-à-dire vous stockez, vous prenez des notes, vous prenez, et après vous faites le traitement, data analytics. Alors, mais et le lendemain vous publiez les résultats. Donc, c'est-à-dire que demain, si vous publiez les statistiques, donc c'est du batch processing. Alors, si vous faites du stream processing, qu'est-ce que vous allez faire? C'est que vous allez prendre votre stylo et vous allez, au fur et à mesure que les véhicules passent, vous faites les calculs. Donc, vous prenez, par exemple, à chaque fois qu'il y a une voiture qui passe, vous incrémentez le nombre de voitures. À chaque fois qu'il y a un camion qui passe, vous incrémentez le nombre de camions. Et à chaque fois qu'il passe, vous prenez la vitesse de passage, vous faites la moyenne. Vous calculez la moyenne en même temps. Au fur et à mesure qu'il passe, vous faites les statistiques. Alors, si vous faites ça, c'est que vous faites du stream processing. Donc maintenant, alors c'est ça. Donc maintenant, si vous avez une application dans laquelle vous voulez faire du stream processing, bon, vous devrez savoir qu'il y a une API qui s'appelle Kafka Streams. Alors ça, c'est ce qui nous intéresse ici. Tout ça, donc je vous ai ramené, voilà. Donc Kafka, il offre aussi une API qui permet de faire ce qu'on appelle du real-time stream processing. Alors je dois brancher cet ordinateur. Donc voilà, donc alors en fait Kafka donc offre un ensemble d'API. Donc vous avez Producer API qui permet donc à une application de publier des messages. Consumer API, c'est une API qui permet de consommer des messages.
Streams API, c'est une API qui permet de faire du stream processing et Kafka Streams. Et après, Connector API, c'est une API qui permet de connecter Kafka c'est-à-dire à l'écosystème du Big Data. C'est-à-dire on peut le connecter c'est un peu ce que je vous ai montré là. On peut le connecter avec MongoDB. Si vous voulez stocker par exemple les files d'attente ou la MongoDB, vous pouvez le faire, ou la Cassandra, ou la Neo4j, ou la HDFS. Donc il y a des connecteurs qui permettent d'exploiter l'écosystème de stockage. Donc ça c'est intéressant. C'est-à-dire que Kafka, il se situe dans cette logique-là. Alors, en fait, et après, donc, vous avez toutes ces API-là sont fournies avec des langages différents. C'est-à-dire, vous pouvez utiliser ces API en Java, ou la C++, ou la .NET, ou la Node.js, PHP, Python, etc., etc. C'est-à-dire, c'est parfait pour les architectures microservices. Vous pouvez créer un microservice Java qui communique avec un microservice, par exemple, Node.js, etc., en échangeant des messages via le broker Kafka. Alors pour en quelque sorte démarrer un broker Kafka, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc normalement pour démarrer un broker Kafka, on démarre généralement un cluster. Alors c'est important parce qu'un broker n'a pas le droit de tomber en panne. Parce que si le broker tombe en panne, toute la communication des applications va s'arrêter. Et du coup donc pour ne pas tomber en panne, généralement les brokers sont démarrés en cluster. C'est-à-dire vous allez trouver plusieurs instances. Broker 1, broker 2, broker 3, etc. Donc plusieurs machines. Donc dans chaque instance, on va démarrer une instance du broker. Et après toutes ces instances-là, ils vont former comme une seule machine. Alors comment toutes les instances du broker vont travailler comme étant une seule machine? Et bien tout simplement en utilisant un outil qui s'appelle Zookeeper. Alors pour pouvoir démarrer un broker Kafka, la première des choses qu'il faut démarrer, c'est ce qu'on appelle Zookeeper. Alors Zookeeper, c'est un outil qui est très connu, qui est très utilisé partout ici pour les systèmes distribués. Alors Zookeeper, c'est un outil qui permet de faire ce qu'on appelle la coordination des instances d'un cluster. Ça veut dire quoi? Quand il y a par exemple un broker qui tombe en panne, les autres ils vont le savoir. Quand il y a un nouveau broker qui arrive, donc il va coordonner entre les brokers de façon à ce que la communication se fait via Zookeeper. En quelque sorte, vous pouvez dire que Zookeeper, c'est ce qu'on appelle une mémoire partagée. C'est que vous avez plusieurs brokers qui ont la même mémoire partagée. C'est-à-dire ils partagent des données sur Zookeeper et du coup donc quand il y a quelque chose qui change là, tous les brokers doivent le savoir, donc ils peuvent coordonner de manière distribuée. Donc l'outil il est très important, il est utilisé donc avec Kafka. Donc le principe c'est quoi? Vous avez ici donc producer qui va pusher et des consumers qui vont faire pull avec un O, c'est pas parce qu'à chaque fois je me dis je vais le corriger, mais c'est l'occasion. Pull. Alors push, pull. Alors donc Zookeeper, donc ça c'est quelque chose qui pour producer, consumer API. Ça c'est en quelque sorte le principe de fonctionnement. Alors j'avais parlé tout à l'heure j'avais parlé deux types de topics si vous vous rappelez. Donc j'avais parlé d'LQ et topic. Le queue, c'est une communication one-to-one et topic, c'est une communication plutôt one-to-many. Alors Kafka, non. Kafka, lui, il n'a pas des queues et topics, mais il a tout simplement ce qu'on appelle des topics. Alors topic, tout court, il va jouer les deux rôles. Alors comment on peut implémenter les deux modèles queue et topic avec les topics Kafka? C'est grâce à la notion de groupe. Alors, une petite seconde. Donc, pour pouvoir implémenter les deux modèles queue et topic, donc les deux protocoles queue et topic, donc il y a la notion de groupe. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que dans Kafka, chaque consumer doit appartenir à un groupe. Par exemple, ici vous avez C1 et C2 appartiennent au groupe A. C3, C4, C5, C5 appartiennent au groupe B. Alors, supposons que les consumers ils font un subscribe vers le même topic. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Ben, ce qui se passe tout simplement, c'est que quand il y a un message qui arrive vers le topic, ben, le message il est envoyé au groupe. C'est-à-dire quoi? Si par exemple C1 et C2 appartiennent au même groupe A, quand il y a un message qui arrive, eh bien, soit C1 qui va le recevoir ou bien C2. Pourquoi? Parce que C1 et C2 se trouvent dans le même groupe. Et quand on est dans le même groupe, c'est-à-dire on fonctionne dans le modèle queue. C'est-à-dire il y a un seul qui va recevoir le message. Donc le premier message c'est C1 qui va le recevoir, le deuxième message c'est C2. Le troisième c'est C1, c'est à tour de rôle. Ça c'est queue. Et si on est dans deux groupes différents, c'est topic. C'est-à-dire quand il y a si par exemple C1 et C3 se trouvent dans des groupes différents, quand il y a un message qui arrive, eh ben C1 va le recevoir et C3 va le recevoir. Donc vous voyez donc, même si dans Kafka on parle que de queue, plutôt topic, il n'y a pas de queue, mais grâce à la notion de groupe, on peut implémenter les deux modèles, queue et topic. Est-ce que c'est clair? Oui. Voilà, alors bon, après par la suite, donc il reste juste en fait à comprendre comment pratiquer ça. Donc il y a des petits détails concernant le fonctionnement de Kafka, donc je vais vous l'expliquer la prochaine fois, notamment le partitionnement. Et bon, c'est quand même important à comprendre, une chose qui est très très importante, parce que vous pouvez pas utiliser Kafka si vous n'avez pas compris le principe le partitionnement. Alors je vais vous expliquer quelque chose de très très important, et juste après ça va être en fait le code, comment on fait avec Spring pour consommer un message, comment envoyer des messages, comment les consommer. Après vous allez voir encore avec Spring, c'est quelques lignes de code à écrire, c'est pas compliqué. Alors regardez, vous me suivez bien. Alors supposons j'ai un livre. Supposons j'ai un livre qui contient par exemple 1000 pages. Ok? Donc j'ai un livre qui contient 1000 pages. Ok? Et après ce livre-là, en fait, on va dire 10 000 pages. Alors pour gérer ce livre-là tout seul, c'est beaucoup. Donc ça me prend beaucoup de temps pour chercher une information, etc. Et bien tout simplement ça c'est pour pouvoir le faire plus rapidement. Donc je vais faire ce travail-là de manière distribuée. Alors par exemple nous, on a 20 000 pages. Et pour faciliter les calculs, j'ai par exemple 10 personnes. On est 10. On veut travailler, on veut gérer le livre de manière distribuée. Qu'est-ce que je vais faire? La première des choses que je vais faire, c'est ce qu'on appelle le partitionnement. Le partitionnement, c'est que le livre, je vais le découper en plusieurs partitions. Par exemple, le livre fait 20 000 pages, je vais le découper en, par exemple, alors 20 000 pages, je vais le découper en 20 partitions. Alors pour faire plus simple, je vais le découper en 20 partitions, 20 parties. C'est ce qu'on appelle le partitionnement. Alors pourquoi on fait le partitionnement? C'est pour distribuer. Donc quand je vais partitionner le livre, donc les partitions. Regardez, on est 10. On a combien de partitions? On a 20. Donc chacun d'entre nous va prendre combien de partitions? 2000. Là, Deux partitions. deux partitions. Mais quand on regarde les pages, chaque partition contient un ensemble de pages. Oui. D'accord. Deux partitions Voilà, pour deux chacun. partitions pour chacun. Voilà, très bien. Alors donc chacun d'entre nous va prendre deux partitions. Donc on fait le partitionnement, c'est pour distribuer. Donc je vais distribuer en plusieurs personnes. Alors maintenant il y a un problème. Moi j'ai la partition 1 et 2. Toi tu as la partition 3 et 4. Supposons moi je tombe en panne. Alors si je tombe en panne, on va perdre les informations.
Donc ce qui fait donc la solution c'est que il faut faire ce qu'on appelle la réplication. La réplication. Donc moi j'ai la partition 1 et 2 et toi tu as la partition 3 et 4. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, toi, tu vas garder une copie de la partition 1 et 2 chez toi. Donc vous voyez, donc moi je gère la partition 1 et 2 de manière primaire, mais une copie de la partition 1 et 2, il sera chez toi caché de manière secondaire. علاش كتبقى stocké عندك une copie. Comme ça, si je tombe en panne, eh bien on va pas perdre les données. Et bien tout simplement, il y a toi qui va dire ouais, moi je prends en charge les partitions de celui qui est tombé en panne. Donc vous voyez, donc le système de tolérance aux pannes, il est basé sur ce qu'on appelle la réplication. La réplication, ça veut dire que l'information que j'ai dans cette machine, il y a une copie dans l'autre machine. L'information avec la machine, il y a une copie dans l'autre machine. Et comme ça, si cette machine est tombée en panne, automatiquement l'autre, il va gérer le reste. Et quand il est tombé en panne, donc il devient le gestionnaire. Mais quand il devient gestionnaire, il faut également créer des copies dans d'autres machines. Et comme ça, lui-même, s'il tombe en panne, est-ce que vous voyez l'algorithme? Oui, monsieur. C'est très compliqué parce que tous les systèmes distribués de big data, ils sont basés sur cet algorithme-là. Alors maintenant, il nous faut un moyen. On est 10. Il nous faut un moyen qui fait la coordination bien maintenant. Par exemple, si moi je tombe en panne, vous devrez le savoir. Et après, si on tombe en panne, il y a quelqu'un d'entre vous qui va dire voilà, tiens, toi tu prends en charge ça, mais tu prends une copie, tu vas la garder chez lui, etc. etc. Mais qu'est-ce qui fait ce travail? Ouais, Zookeeper. Donc Zookeeper, c'est lui qui fait la coordination, bien maintenant, qui fait que notre algorithme peut traiter des données de manière distribuée. Alors, je pense qu'avec cet exemple-là, vous allez comprendre la notion. Le partitionnement et la réplication. On partitionne pourquoi? Pour distribuer. Et on réplique. Pourquoi? C'est pour les tolérances aux pannes. S'il y a une machine qui tombe en panne, il y a une copie qui est répliquée quelque part. Est-ce que c'est clair? Oui. Parfait. Alors maintenant, vous avez tous les concepts maintenant nécessaires pour comprendre l'utilisation de Kafka. Bon, après, donc pour démarrer Kafka, il faut le télécharger. Donc c'est un fichier .zip que vous allez télécharger. Vous faites l'extraction. Et pour démarrer Kafka, il faut démarrer Zookeeper. Donc le premier qui démarre, c'est Zookeeper Server Start. Une fois qu'il est démarré, il utilise le port 2181. Et après, vous démarrez le broker Kafka, ou bien plusieurs brokers. Bon, ici, par exemple, pour démarrer le broker Kafka, on va utiliser Kafka Server Start. Et on spécifie son fichier de configuration qui est server.properties. Alors, vous voyez, automatiquement, quand vous démarrez Kafka, il va chercher où se trouve Zookeeper. S'il ne trouve pas que Zookeeper est démarré, le broker Kafka ne va pas démarrer parce que Zookeeper, c'est l'outil qui fait la coordination. Il est très important. Bon, après, donc une fois démarré Kafka, vous avez un outil qui s'appelle Kafka Topics qui vous permet, si vous voulez créer des topics avec Create Topic. Par exemple, je vais créer un topic dans Replication Factor. Le nombre de réplicas, c'est 1 et le nombre de partitions, c'est 1. Alors ici, donc, je peux mettre par exemple 2 réplicas et par exemple 5 partitions. Donc vous voyez, donc quand on crée un topic, on va le partitionner. Un topic, il est partitionné en plusieurs partitions. Et comme ça, chaque partition va être gérée par une machine, un broker. Le topic s'appelle test. Il y a également un outil qui s'appelle Kafka Console Consumer et Kafka Console Producer. Alors vous pouvez lancer par exemple le Kafka Console Consumer. C'est un outil qui va consommer, par exemple, il va consommer sur un topic qui s'appelle test. Donc, et on va consommer les messages from beginning, c'est-à-dire depuis le début, tous les messages qui sont stockés dans le topic test. Donc, ça veut dire que Hada, il fait un subscribe vers le topic test. Et vous avez un outil qui s'appelle Kafka Console Producer. Bah, qu'est-ce qu'il fait? Tout simplement, si vous le lancez, il permet de saisir, par exemple, vous allez saisir un message test, entrer, et ben il envoie le message vers le topic test. Bah, automatiquement, il y a l'autre qui va le recevoir. Donc, c'est-à-dire, vous allez voir juste ici, vous écrivez un message et celui-là va le recevoir. Bon, vous avez un message qui va être. Donc, ici, producer, il envoie le message
et consumer, il fait le pull. Le système de pooling par défaut, il utilise une seconde. C'est-à-dire que le consumer, chaque seconde, il ouvre le robinet. Chaque seconde, il ouvre le robinet. C'est à peu près ça. Donc, le système de pooling. Bon, après, par la suite, donc vous avez, donc on peut lister la liste des partitions. Il y a des commandes qui sont fournies par Kafka. Alors, généralement, dans la pratique, on peut, si vous voulez démarrer un cluster, c'est-à-dire plusieurs machines, c'est plus pratique d'utiliser Docker. Alors, avec Docker Compose, par exemple, ici, il suffit de créer un fichier qui s'appelle Docker Compose.yaml, dans lequel on spécifie, par exemple, les services qu'on veut démarrer. Je veux démarrer Zookeeper 1, Zookeeper 2. Voilà le nom de l'image, voilà son port, voilà sa configuration. Zookeeper 2, Zookeeper 3, Kafka 1, Kafka 2 et Kafka 3. Vous voyez, donc je déclare tout ça dans un fichier qui s'appelle Docker Compose.yaml. Et pour démarrer le cluster, il suffit d'utiliser la commande Docker Compose App. Docker Compose App. Alors si vous faites Docker Compose App, qu'est-ce qui va se passer? Il va démarrer Zookeeper 1, une instance de Zookeeper, une instance de Zookeeper, une troisième instance, il démarre 3 instances de Kafka. Donc ça veut dire qu'ici, qu'est-ce que je suis en train de démarrer? Je suis en train de démarrer en fait un cluster le broker Kafka avec 3 instances du broker et 3 instances de Zookeeper. Et là, je suis tranquille. S'il y a une instance de Zookeeper qui tombe en panne, les autres vont fonctionner. S'il y a une instance du broker, tu sais, c'est un système qui est tolérant en panne. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Voilà. Bon, ça c'est tolérance en panne. Bon, après il y a le code. Alors la même chose. Donc pour créer une application Java simple, il faut écrire du code. Il y a des dépendances qu'il faut ajouter. Il y a, en fait, vous créez une application, un consumer, vous créez un objet Kafka Consumer. Et après, quand vous créez un objet Kafka Consumer, à chaque fois vous faites Kafka Consumer.pull. Alors, cette pull, ça veut dire quoi? Je vais lire des messages qui ont été produits pendant les 10 dernières millisecondes. C'est-à-dire, c'est comme si vous ouvrez un robinet pendant 10 millisecondes et vous le fermez. Vous recevez un ensemble de messages et vous les traitez. Alors, généralement, vous avez besoin de créer un timer qui fait que le code s'exécute chaque seconde, par exemple, ici. Vous avez ici un thread qui est lancé qui fait que le traitement se fait chaque seconde. Chaque seconde, on va faire pull. Alors pour envoyer des messages, on va créer un objet Kafka Producer et on va utiliser Kafka Producer.send et on envoie le message. En fait, un message Kafka, il est défini par 2 parties. Il y a la clé et la valeur. Key, value. La clé, par exemple, ici, il est de type integer et la valeur, c'est de type string. Donc, vous voyez, donc j'envoie un message record, c'est un message Kafka. Donc, sur le topic, il y a la clé. Ici, c'est la valeur et c'est un compteur qui s'incrémente ici automatiquement et ça, c'est le message. Mais tout ça, vous allez le voir dans la démo vidéo, donc c'est bien expliqué en détail. Donc, ça, c'est pour une application Java. Alors, la même chose pour une application Spring, vous n'avez pas besoin. En fait, vous n'avez pas besoin d'écrire ce code. La même chose avec Spring, vous pouvez utiliser, si vous voulez créer un listener Kafka, vous utilisez Kafka Listener. Vous voyez donc Kafka Listener, je vais écouter un topic qui s'appelle test topic. Donc, je fais un subscribe vers test topic. Et j'ai ici le groupe, ça c'est important. Parce que nous avons dit que chaque groupe doit appartenir à un groupe. Ici, donc, le groupe ID, c'est simple, par exemple, consumer. Donc, dès qu'il y a un message qui arrive, je le reçois et je l'affiche. Et pour envoyer un message, vous pouvez utiliser Kafka Template. Et avec Kafka Template, la même chose, vous pouvez utiliser Kafka Template.send. Alors, vous voyez donc exactement, j'envoie vers un topic et j'envoie le message. Et c'est très simple. Donc, vous voyez ici, en fait, comme le cas de GMS, avec GMS, il y a GMS Listener. Et avec Kafka, vous avez Kafka Listener. Pour GMS, vous avez GMS Template. Et pour Kafka, vous avez Kafka Template. Donc, c'est-à-dire, Spring, il fait l'intégration facilement.
Et puis donc le dernier point qui reste, voit maintenant ce qu'on appelle Spring Cloud Stream. Alors maintenant, il se trouve que vous avez en quelque sorte avec par exemple si vous travaillez votre code comme ça, si vous utilisez Kafka Template et ici Kafka Listener, ça suppose que votre application utilise Kafka. Donc si supposons vous voulez utiliser RabbitMQ ou bien ActiveMQ au lieu de Kafka, il faut changer. Alors c'est la raison pour laquelle en fait Spring a créé une API générique qui fonctionne quel que soit le broker. Donc l'API s'appelle Spring Cloud Stream Functions. Alors tout ça c'est... Donc je passe directement à l'exemple. Voilà. Alors Spring Cloud Stream Functions, donc c'est une API qu'on va utiliser pour envoyer des messages, consommer des messages. Mais sauf que l'API Spring Cloud Stream, ben vous pouvez l'utiliser, c'est-à-dire c'est le même code que vous allez utiliser, ça va marcher pour GMS, ça va marcher pour Kafka, ça va marcher pour RabbitMQ, pour n'importe quel broker. Donc c'est l'intérêt de Spring Cloud Stream. Alors pour pouvoir l'activité pratique que je vais vous proposer, sur laquelle vous allez travailler, donc on va utiliser donc l'API Spring Cloud Stream, c'est pour on va démarrer un broker Kafka. On va utiliser Kafka Console Consumer, l'outil pour consommer des messages, et Kafka Console Producer. Donc déjà pour tester, envoyer un message, consommer des messages, ça c'est ligne de commande. Alors après, on va créer un REST controller avec Spring qui reçoit une requête HTTP, et à chaque fois qu'il reçoit une requête HTTP, il va publier un message dans un topic Kafka. Donc le message qu'on va publier, donc c'est des messages qui représentent des visites de page. Alors chaque visite de page est définie par le nom de la page, l'utilisateur qui a visité la page, la date de visite de la page et la durée de visite de la page. Ok. Alors donc le message il va être envoyé vers le topic Kafka, et après on va créer un consumer qui permet de consommer le message et de l'afficher. Ensuite on va créer ce qu'on appelle un pooler. Bon, en fait un pooler c'est un producer qui va produire un message chaque seconde. Par exemple, on va créer une sorte de timer. Chaque seconde je génère un message, une visite de page, et je le publie dans un topic Kafka. C'est-à-dire c'est comme si vous voulez simuler un capteur. Chaque seconde j'envoie des messages vers le topic, et comme ça on va créer un consumer qui permet de consommer le message, de le traiter et de publier le résultat dans un autre topic. Bon, ça c'est ce qu'on va essayer de voir. Et après on va utiliser Kafka Streams. Kafka Streams c'est pour faire du data analytics, c'est-à-dire toutes les visites de page qui sont produites dans le topic, on va les recevoir ici, et on va visualiser ça en temps réel. On va calculer le nombre de pages total de pages, etc. Donc voilà, donc c'est des opérations qu'on va essayer sur lesquelles on va travailler. Bon, ça c'est l'exemple sur lequel que je vais partager avec vous, et sur lequel je vais vous demander de faire une activité pratique, parce que pour faire ce travail-là, vous allez voir en termes de code, il n'y a pas beaucoup de code à écrire avec Spring. Il y a donc tout simplement avec Spring Cloud Stream, il faut noter que pour envoyer un message, on va utiliser une interface qui s'appelle StreamBridge. Alors StreamBridge, ici par exemple, vous voyez StreamBridge.send. J'envoie un message. Et si vous voulez consommer un message, il suffit de créer ce qu'on appelle un bin qui crée un objet de type consumer. Donc cette façon de consommer, ça c'est pour créer un message, une fonction de type consumer. Ça c'est pour consommer le message. Alors ici donc on va utiliser ce qu'on appelle la programmation fonctionnelle. Et dans la programmation fonctionnelle, vous avez consumer, c'est-à-dire c'est une fonction qui ne reçoit pas de paramètres, c'est plutôt qui reçoit, consumer c'est une fonction qui reçoit un paramètre,
qui fait un traitement et qui ne retourne pas de résultat. Donc j'ai ici, je consomme input, le paramètre, le message, je le traite mais je retourne rien. Ou كاينة donc un consumer. Alors pour envoyer des messages, on va utiliser supplier. Donc supplier, il permet de créer un pooler. Donc un supplier, c'est une fonction qui n'a pas de paramètres. Alors c'est une fonction qui n'a pas de paramètres. Il fait un traitement, mais il retourne un message qui va être envoyé vers le topic Kafka. Donc ça c'est supplier, c'est pour produire des messages. Par défaut ici, donc ici on va régler avec une propriété qui s'appelle le délai. Chaque 100 millisecondes, le supplier il va produire un message et il va l'envoyer vers le topic. Donc si on voit le topic R2 par exemple, je vois ici donc chaque 100 millisecondes il y a un message qui arrive. Bon, ça c'est pour supplier. Voilà. Après, bon, il y a d'autres petits éléments, mais bon, je ne vais pas trop vous surcharger pour le moment. Juste, je résume. Donc, il faut d'abord comprendre qu'il y a deux façons pour faire communiquer les systèmes distribués, soit de manière synchrone, c'est ce qu'on a vu avec REST, avec SOAP, avec GraphQL et gRPC, soit de manière asynchrone en utilisant donc un broker. Et dans les modèles de brokers, donc il y a la GMS, donc notamment l'API GMS donc, que j'ai présenté. Vous avez d'autres brokers comme RabbitMQ et Kafka. Bon, nous avons vu qu'avec GMS, le code Java qu'il faut écrire pour consommer et produire des messages. Et également, nous avons vu comment le faire avec Spring. Et la même chose, nous avons vu le modèle de Kafka, c'est-à-dire comment, en fait, les concepts de base de Kafka et comment produire et consommer des messages via une application Java ou bien via une application Spring. Donc de deux façons, en utilisant donc Kafka Template, Kafka Listener et en utilisant Spring Cloud Stream. Donc il faut juste noter que l'avantage de Spring Cloud Stream, c'est-à-dire les interfaces Stream Bridge, je n'ai l'avantage. C'est que l'avantage de Stream Bridge, ça peut fonctionner avec GMS comme ça fonctionne avec Kafka comme avec RabbitMQ. ماشي بحال إلا استعملت par exemple Kafka Template. Kafka Template ça marche uniquement pour Kafka. Bon, donc généralement on va préférer utiliser Stream Bridge et pour faire le consumer, on va créer tout simplement des bins de type consumer. Ici, on veut par exemple créer un supplier, c'est-à-dire un pooler. On crée un bin de type supplier. En fait, l'activité pratique, il va se terminer par un exemple d'application, une petite page web que vous allez afficher, dans laquelle on va essayer d'afficher, par exemple, pour chaque page, les visites en temps réel. C'est un graphique qui va changer en temps réel. Au fur et à mesure qu'il y a des visites, on voit un peu ce qui se passe. Donc ça, c'est toujours intéressant de voir. Et en même temps, vous allez voir comment utiliser Kafka Streams pour faire du stream processing. Alors, en principe, ça c'est une partie sur laquelle vous allez détailler l'année prochaine. Donc cette année-là, donc on a besoin de voir déjà les concepts de base, mais c'est important de le savoir à mon avis donc dans les systèmes distribués. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Voilà, alors donc il est 11h35, donc la même chose, donc je vais partager le support et l'activité pratique Classroom. Et donc pour le temps qui reste, donc je vous laisse juste si vous avez des questions, et notamment concernant soit l'activité pratique ou le projet de la dernière fois. Et normalement, j'avais prévu qu'on fasse la séance en présentiel, c'est-à-dire, mais vu un empêchement, donc on n'a pas pu le faire. Ça serait probablement le mardi prochain. Mardi prochain, j'aurai l'occasion un petit peu de voir avec vous sur place l'état d'avancement sur les activités pratiques et en même temps sur le projet. Mais maintenant, je vous laisse l'occasion de poser des questions sur
la partie. Alors, pour la question tout à l'heure de... Alors, la question ديال أميمة ياك؟ Oui, monsieur, mais je l'ai réglé, Ah bah merci. c'est parfait, je suis content. Oui, donc c'était juste... c'était quoi le problème, Oumima? C'était justement le Access Access, dot voilà. field. Ah, Oui. voilà. Et pourquoi il l'a pas accepté tout à l'heure? En fait, j'avais fait un typo et donc c'était ça, c'était une D'accord. question d'import. Bah d'accord, très bien. Merci. Alors, est-ce que vous avez encore d'autres questions? Pas de questions? Alors, soit que vous avez bien compris, soit vous n'avez rien compris. Alors, si vous avez bien compris, vous m'écrivez un message quand même. OK. Un petit OK. Si vous ne pouvez pas activer votre microphone, dites-moi si vous avez bien compris. Est-ce que c'est clair? OK. Bon, un petit OK. Très bien. Ben, je vois du monde. Oui. Alors, Ismaël, tu veux poser une question? Vas-y. Ismaël? Karmout, est-ce que tu veux poser une question? On n'entend rien. Ismaël, on n'entend rien, donc si tu as le microphone qui marche pas, donc on peut pas t'entendre. Ismaël? Non. Tu peux écrire un message si tu veux. Peut-être tu appuies sur la main par erreur, donc... Ben voilà, donc il y a une activité pratique qui va s'ajouter dans votre classroom. Donc essayez de regarder dessus, donc de travailler avec. Donc on aura l'occasion d'en parler la prochaine fois. D'accord, merci, monsieur. Voilà, donc je pense D'accord. le cours va s'arrêter à ce niveau-là. Donc je vais partager avec vous l'enregistrement une fois qu'il est compilé. Mais en même temps, vous trouverez la même version sur Classroom. D'accord. Ok, Et monsieur. à la bonne appétit. D'accord, monsieur. Et à la Bonne journée. bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir.